Salut Booktube! On enchaîne avec la deuxième partie de ma rétrospective de 2022 et pour ça j'ai nommé les flops de 2022, donc les pires livres que j'ai lus en 2022. Évidemment, ceci est mon avis personnel, cela n'engage que moi. Si vous avez adoré ces livres, grand bien vous fasse. Je suis très heureuse pour vous parce que moi aussi j'aurais aimé les adorer. J'aime pas particulièrement détester des livres. Donc ce n'est absolument pas une insulte personnelle, cela encore une fois n'engage que moi, chacun a le droit à son avis. En revanche, avec une explication civile et cordiale, je suis totalement intéressée d'entendre votre avis, pourquoi vous avez aimé un livre que moi personnellement je n'ai pas du tout aimé. Ça m'intéresse d'échanger, c'est toujours le but de ces vidéos, de pouvoir échanger, y compris avec des gens qui n'ont pas du tout le même avis que moi, puisque il faut de tout dans ce monde. Et que si ces livres ont été publiés, s'ils ont des bonnes notes, c'est que des gens les ont appréciés. Donc c'est parfaitement ok. Avec respect, civilité et compréhension et intelligence, on peut parfaitement échanger autour de ces lectures. Et ce serait un plaisir de le faire. Après cette vidéo, il y aura évidemment la vidéo de mes meilleures lectures pour faire quelque chose d'un petit peu plus upbeat pour commencer l'année 2023 sur de bonnes bases, on va dire. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, si vous aimez la façon que j'ai de présenter les livres. J'ai décidé de faire un top 5 de mes pires lectures de l'année et je vais évidemment expliquer pourquoi ces lectures sont dedans. Je ne vais pas détailler particulièrement les livres. Il y en a quelques-uns dont je me souviens pas vraiment, il y en a même que je n'ai pas forcément fini. Donc voilà, je vais vous expliquer la raison du placement dans ces tops. De toute façon, à chaque fois, il y a une dernière lecture, donc n'hésitez pas à aller voir ça, ils seront dans le petit, en barre d'infos, etc. Maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir commencer. À la 5e place du classement, et c'est celui-là qui sera un opinion impopulaire, et j'ai nommé Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, qui est un livre qui à la base m'a été chaudement recommandé par ma mère. Je devrais me méfier un petit peu plus des livres recommandés par ma mère parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts de lecture, mais celui-là m'a particulièrement énervée pour plusieurs raisons. Puisque j'en ai besoin pour la suite, je vais vous dire un petit peu l'histoire. En gros, on va suivre le personnage de Émile qui est atteint d'un Alzheimer précoce et qui du coup se retrouve un petit peu condamné et va décéder et devenir dément. Et donc il décide de tout plaquer, de partir en camping-car et il met une annonce sur le Bon Coin en disant qu'il cherche un compagnon de voyage et il tombe sur Joanne, une jeune femme où il ne sait pas trop pourquoi elle vient le suivre comme ça, pourquoi elle a tout abandonné de sa vie, et on va les suivre au fil de leur périple. C'est un livre très lent mais ça ne m'a vraiment pas dérangée. On sait quand on a ce pitch qu'on va avoir quelque chose qui prend son temps, quelque chose qui est sur l'évolution de la relation et des personnages en eux-mêmes, sur l'évolution de la maladie, la gestion du caractère inéluctable, etc. C'est un livre qui est quand même très gros, il fait 600 pages à peu près. C'est une bonne brique de blanche quoi. Et il se passe pas trop grand chose mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien géré pour le coup au niveau du rythme. C'est vraiment pas ce qui m'a dérangé. Et il y a quelques beaux messages quand même qui sont amenés et c'est moins martelé avec un marteau-piqueur que parfois. C'est plutôt des beaux messages même si pour moi j'ai trouvé que c'était des messages assez lambda. Le mec qui met 350 pages à se rendre compte que peut-être qu'il est un petit peu stupide et un petit peu lambda et pas forcément le mec aussi intéressant qu'il croit. Bon bah moi je l'avais un peu vu dans les 10 premières pages mais bon, chacun son rythme j'ai envie de dire. Et il y a un des choses où je me suis dit mais c'est donc ça les lecteurs de Blanche, il faut vraiment les prendre par la main à ce point pour leur expliquer les choses et pour leur montrer ce que c'est d'être un petit peu différent, ce que c'est de voir le monde différemment. Il y a énormément de choses où c'est des énormes révélations pour le personnage et moi je suis en mode oui mais c'est évident en fait, enfin je me suis déjà rendu compte, j'ai déjà eu cette révélation entre guillemets dans ma vie, c'est quelque chose que je sais depuis longtemps. Pourtant j'ai pas son âge, j'ai même pas forcément l'âge cible, enfin j'ai 26 ans, l'âge cible c'est plutôt autour des 40 ans à peu près dans ce genre de livre. Donc voilà, c'est toujours quelque chose qui me perturbe un petit peu, après voilà, ça c'est purement personnel et c'est pas pour ça non plus que j'ai pas du tout aimé le livre. Il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée, donc déjà il y a pas mal de clichés en l'évolution des personnages, dans la relation avec les personnages. C'est un garçon et une fille qui vont partir ensemble, donc on imagine le genre de clichés qu'il peut y avoir. Les clichés sexistes sont un petit peu présents quand même si ça passe encore.
Et dans les personnages, j'ai trouvé, donc comme je l'ai dit, le personnage de Émile qui était très lambda, très basique en fait, et le personnage de Joanne que j'ai beaucoup plus apprécié, si ce n'est quelque chose que je trouve de très délicat à aborder, notamment vu le public cible, notamment vu la façon dont c'est abordé. Et c'est le côté très ésotérique, pseudo-médecine, New Age de Joanne, que je trouve un petit peu difficile à justifier. Elle va refuser les médicaments pour prendre des infusions de plantes. Une fois, Émile doit se faire suturer et après elle va lui mettre un cataplasme de plantes et ne pas aller à la pharmacie. C'est toujours un message que je trouve extrêmement dérangeant, extrêmement gênant à l'heure actuelle, puisqu'il y a quand même une tendance à un retour à la nature, une tendance à se rapprocher des pseudomédecines qui, encore une fois, ne sont pas efficaces et qui ont des dérives sectaires très prononcées, et encore plus dans la dimension New Age et tout ça. C'est quelque chose qui me pose énormément de problèmes, c'est quelque chose que je trouve très embêtant, parce que c'est dangereux pour les gens, hein, tout simplement. C'est pas du tout le centre du texte, mais il y a des petits moments comme ça qui m'ont pas mal dérangé. Il y a également des fautes pour moi au niveau de la narration, qui sont là uniquement parce que le faire de façon correcte était plus difficile pour l'évolution de l'histoire et pour l'avancée de l'histoire. Enfin, on voit vraiment les ficelles et on voit pourquoi à ce moment-là sur le plan de l'histoire j'avais besoin de faire ça. Notamment au niveau des changements de point de vue. En fait, l'entièreté du livre est racontée du point de vue d'Émile. Donc c'est de la troisième personne interne. Et à partir des 2/3, en gros il commence à avoir des blackouts. C'est pas un spoil, hein, il n'y a aucun spoil dans cette vidéo. Il commence à avoir des blackouts un petit peu plus fréquents et de temps en temps, genre il y a 2-3 périodes où pendant un blackout, en gros on passe du point de vue de Joanne. Donc on change complètement de point de vue, toujours troisième personne point de vue interne, mais de l'autre protagoniste. Et ceci n'a du sens que s'il y a vraiment une alternance de point de vue en fait, si c'est fait tout au long du récit. Mais on peut pas se dire on a 2/3 du récit d'un point de vue et ensuite d'un coup, parce qu'on en a besoin pour le plot, eh ben on va mettre un autre point de vue. En fait, ça se passe pas comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangée, c'est vraiment quelque chose qui montre des faiblesses dans l'écriture, et d'avoir une autrice qui est aussi connue, qui est aussi vénérée presque comme un classique de la Blanche, etc., c'est un petit peu dérangeant. Et il y a la même chose avec les flashbacks, parce que encore une fois, à partir à peu près du même moment des 2/3 du livre, on commence à avoir des flashbacks sans raison, juste pour nous expliquer le passé de Joanne. Et en fait, encore une fois, ça aurait eu du sens, et il n'y a aucun problème avec des flashbacks, mais ça aurait du sens si ça commençait dès le début. Mais en fait, là, en gros, on attend qu'il y ait une grande révélation, donc il y a un grand plot twist, une grande révélation à un moment aux 2/3 du livre, et après commencent les flashbacks. Et en fait, les flashbacks sont intéressants en eux-mêmes, mais ils auraient spoilé la révélation. Et du coup, c'est pour ça qu'elle ne les a pas mis au début. Et du coup, ça me pose problème, parce que on ne peut pas changer la façon de narrer une histoire en plein milieu de l'histoire. Je ne peux pas passer d'une troisième personne à une première personne en plein milieu de l'histoire parce que pour le plot c'est plus intéressant. Ça ne se passe pas comme ça. Je trouve que c'est mal fait et que c'est des défauts d'écriture que je trouve assez peu acceptables et assez peu pardonnables pour une autrice de cette envergure, avec ce genre de maison d'édition et avec une telle publicité et un tel niveau de vente en fait. Et maintenant, le dernier point qui m'a le plus agacée, la prémisse de base est complètement foirée. Quand on a une histoire, donc le plot de base, c'est Émile est atteint d'une maladie d'Alzheimer, donc il part. Sauf qu'en fait, ça c'est faux. Ça décrédibilise totalement l'histoire puisque le personnage principal n'a pas du tout de maladie d'Alzheimer. Aucun symptôme ne correspond. La maladie d'Alzheimer, ça ne donne pas des blackouts comme ça de façon isolée. Il va se souvenir de tous les détails, de tout ce que lui dit Joanne, etc. Il nous dit de temps en temps, oui j'ai des oublis, mais en fait on le ressent jamais dans l'histoire. C'est toujours des choses qu'il nous dit, que oui de temps en temps il oubliait des choses, mais en fait dans l'histoire il se souvient de tout ce que l'autre lui a dit, sauf pendant ces périodes de blackout, où il ne se souvient de rien, où il revient 10 ans en arrière. Alors ça ne se passe pas comme ça. Surtout qu'il dit qu'il est confus, mais en fait il n'est pas confus puisqu'il est totalement orienté, c'est juste qu'il a oublié 5 ans de sa vie d'un coup comme ça, pouf, tout. C'est pas du tout crédible en fait. C'est pas du tout crédible
Il y a des passages dans les hôpitaux, pareil, ce n'est pas du tout crédible. Ils récupèrent par un miracle, en fait, ils font 2-3 coups de truc et ils récupèrent son dossier médical universel, que personne n'a. Ça marche pas comme ça en fait. Et en fait, ça sort complètement de l'histoire quand on a une prémisse de base qui n'est pas correcte, qui n'est pas crédible. Si on veut faire quelque chose sur une maladie, on se renseigne un minimum. Donc en fait, là, mon explication, c'est soit l'autrice ne s'est pas renseignée sur la maladie d'Alzheimer, auquel cas ça signe quand même un manque d'intérêt et peut-être une incompétence, je ne sais pas. Soit elle s'est renseignée et elle a pris les choses qui l'arrangeaient, elle a enlevé tout ce qui l'arrangeait pas et elle a pris ce qu'elle voulait. On peut pas prendre ce qui nous arrange, surtout prendre des choses non crédibles et les faire de façon approximative et mal faite, et totalement oublier les symptômes principaux et les symptômes cardinaux d'une maladie. Ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a gênée, ça m'a sorti énormément du texte. Je dois l'admettre, un petit peu biaisée, parce que je pense que ça ne gênera pas grand monde. Je trouve ça juste dommage, parce qu'en fait ça apprend des choses aux gens qui sont totalement fausses, et je trouve que ça montre encore une fois une incompétence et un manque de recherche de la part de l'autrice, donc ça je trouve que c'est difficilement acceptable. L'immense majorité des gens ne seront pas dérangés par ça, je pense. J'ai un petit biais, je suis neurologue, donc la maladie d'Alzheimer je connais un petit peu. Donc ça explique aussi que ça m'est dérangé plus que les non-médecins et les gens non dans le milieu médical. Mais je trouve que c'est important de le souligner et que ça n'excuse en aucun cas l'autrice de ne pas avoir fait des recherches correctes. Ça commence bien parce que c'est que le 5e et je suis déjà en full bitching, c'est parfait. Parfait. Je pense que je vais moins bitcher, enfin j'ai moins de raisons plus rationnelles on va dire pour les autres je pense, sauf pour le premier. Mais on va enchaîner tout de suite avec le 4e et du coup en 4e position j'ai Pax de Sarah Pennypacker qui est un livre jeunesse sur l'histoire d'un petit garçon et de son renard domestique qui se retrouvent séparés et qui doivent se retrouver. Je pense que là pour le coup c'était vraiment mes attentes qui n'étaient pas au rendez-vous puisque en fait c'est un texte qui va se centrer sur la guerre et sur l'horreur de la guerre et moi je voulais juste un texte avec un renard mignon qui était dans la nature. Voilà. Pour moi c'était assez répétitif, c'était très lent. La partie qui m'intéressait le plus finalement, la partie avec le renard Pax, et ben en fait c'est ça qui était toujours la même chose parce qu'en fait il se retrouve dans la forêt sauf qu'il sait pas du tout se débrouiller tout seul et du coup il galère et donc il cherche de la nourriture, il se retrouve dans la mouise, il cherche à boire, il se retrouve dans la mouise, il rencontre des gens, enfin voilà, c'est un petit peu toujours la même chose et du coup finalement ce qui m'intéressait le plus m'a très vite lassé. Et après donc il nous reste que le point de vue du petit garçon et c'était pas particulièrement intéressant. Je l'ai trouvé très lambda, j'ai trouvé que c'était assez basique et que finalement c'était vraiment un truc qui était centré sur la guerre et j'ai trouvé que le message n'était pas forcément incroyable non plus. Je l'ai pas fini parce que je ne voyais pas l'intérêt. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça incroyable. Après c'est un livre très jeunesse où j'attendais pas forcément ça donc peut-être que c'est ça aussi qui m'a biaisé un petit peu. C'est totalement possible. En 3, j'ai un livre où je suis vraiment passée à côté puisque énormément de gens l'ont adoré. Il s'agit de The Girl Who Drank the Moon de Kelly Barnhill qui n'a je crois pas été traduit. Il s'agit d'un livre que j'attendais très onirique, très magical realism, d'une petite fille qui a bu la lune du coup et qui se retrouve avec énormément de pouvoir. Et en fait je m'en souviens pas vraiment, j'ai trouvé la lecture très laborieuse, très lente, ça ne m'intéressait pas. Et je l'ai pas fini parce qu'en fait j'arrivais pas à rentrer dedans, j'ai vraiment pas apprécié. J'ai trouvé que l'ambiance était pas très bien faite, que c'est pas ce que je voulais, pour moi il n'y avait pas cette ambiance magique onirique que je voulais. Et donc c'est peut-être aussi un problème des attentes mais j'ai vraiment pas apprécié, c'était aussi pendant que j'étais dans la panne de lecture donc ça peut aussi énormément jouer sur mon avis. Comme je vous le disais, je n'ai pas vraiment de souvenirs, donc je ne peux pas vous dire de façon vraiment pourquoi, à part que je ne suis pas rentrée dedans, je ne suis pas rentrée dans l'ambiance, dans l'atmosphère, je n'ai pas connecté avec les personnages, enfin voilà, j'ai vraiment, tout est passé complètement à côté et j'ai ressenti aucune émotion en fait dans ce livre. Ensuite, à la 2e position, on a The Ghost of Midnight Lake de Lucy Strange, un autre livre que je n'ai pas terminé. Puisque on va partir encore une fois décidément avec ce top, c'est un peu le thème mais c'est un livre de middle grade. On pourrait penser que c'est juste parce que c'est de la jeunesse que je n'aime pas mais pourtant je suis très bonne candidate pour les livres jeunesse, c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est pour ça que j'en lis autant d'ailleurs, j'en lis
assez régulièrement et j'aime beaucoup, d'ailleurs j'aime beaucoup plus maintenant que le YA. Et là on est sur une histoire où en fait une jeune noble anglaise va se retrouver à la mort de son père jetée de sa maison pour vivre dans une petite bicoque avec un bûcheron et devoir un petit peu apprendre à s'acclimater à tout ça, et elle va à un moment peut-être apparemment voir un fantôme sur un lac. Je sais pas, je suis allée aux 2/3 du bouquin, il y avait toujours pas de fantôme donc ça m'a un petit peu saoulée. C'était censé être un livre d'horreur que j'avais lu pour Halloween. Et en fait on se retrouve juste avec une petite chieuse de 10 ans, noble, qui se retrouve à devoir faire des tâches ménagères, qui râle parce qu'elle doit faire des tâches ménagères, et qui du jour au lendemain dit « Ah ben en fait, le monsieur avec qui je suis, eh ben c'est galère pour lui, donc je vais tout faire. Et ça me pose plus de problème. » Donc voilà, en fait du jour au lendemain il commence à faire tout, tout va bien, tout est bien dans le meilleur des mondes, aucun souci. Je sais pas trop. Donc l'évolution du personnage était vraiment pas du tout réaliste. En gros t'as vraiment un avant, un après, quelque chose qui se passe. Voilà. Une réalisation miraculeuse, je ne sais pas. Et peut-être qu'à un moment il y a un fantôme sur un lac qui doit lui apprendre à réaliser qui elle est ou quoi que ce soit. C'est ce qui était marqué dans le résumé, mais encore une fois je suis allée aux 2/3, il y avait toujours pas de fantôme. Elle est allée une fois sur le lac, elle a ressenti un truc bizarre et ça s'est arrêté là. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment pas du tout flippant, pas du tout horreur, il n'y avait pas de fantôme jusqu'aux 2/3 et le personnage était très insupportable. En première place, si vous ne l'avez pas encore vu jusque là, et si vous avez vu mes dernières lectures des mois derniers, vous devez savoir ce qui va suivre. Et le premier, donc le pire livre que j'ai lu cette année, il s'agit de l'Agence Lovecraft, le tome 1, Le Mal par le Mal de Jean-Luc Marcastel. J'avais déjà eu des soucis avec les livres de Jean-Luc Marcastel et je pense que je vais m'arrêter là. Mais il s'agit d'un livre jeunesse, encore une fois, où les créatures Lovecraftiennes existent en vrai. Et on va suivre 3 adolescents, jeunes adolescents, ils sont au collège je crois. Et ces 3 adolescents vont se retrouver poursuivis par les créatures Lovecraftiennes parce que ils sont les élus ou ils ont des pouvoirs, quoi que ce soit. Et donc ils vont se faire recueillir par l'agence Lovecraft qui va devoir se servir de leurs pouvoirs et vouloir les utiliser pour pouvoir combattre ces créatures de l'univers de Lovecraft. La seule chose positive dans ce texte, c'est l'univers, mais bon ça c'est du Lovecraft, donc on peut pas trop l'appliquer à ce livre puisque ce n'est pas de l'invention de Jean-Luc Marcastel. Et sinon, on est de cliché en cliché, donc notamment le début qui commence sur une course-poursuite qui est suivie d'un flashback pour montrer comment a commencé cette course-poursuite, et donc évidemment le classique de on commence par une scène d'action pour hook le lecteur et ensuite on fait un flashback pour revenir en arrière et expliquer le contexte. Ça a déjà été fait 10 000 fois, c'est de la faiblesse de structure narrative je trouve, enfin, c'est un cliché en tout cas de la structure narrative. Ce sont 3 adolescents, les élus, qui doivent sauver le monde entre guillemets, une agence intergouvernementale un petit peu obscure, complot mondial, etc., qui va utiliser des adolescents pour faire le truc le plus important du monde sans vraiment les contrôler ou quoi que ce soit. Donc bon, évidemment, tous les problèmes qui vont avoir lieu, c'est que les ados prennent des décisions pourries, parce que c'est des ados et que tout ado prend des décisions pourries. No offense pour les ados qui me regardent peut-être, c'est normal, on est tous passés par là, ça va aller mieux en grandissant, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc ce n'est pas du tout crédible, enfin aucun adulte ne va laisser un ado sauver le monde comme ça, encore moins une agence mondiale obscure, enfin voilà, aucun sens. Et en plus, ce qui m'a le plus énervé dans ce livre, c'est vraiment le sexisme latent de l'auteur, puisque dans tous ses livres, c'est ça, les femmes sont sans cesse objectifiées, sans cesse définies par leurs caractéristiques, leur attirance physique. Les hommes sont caractérisés par leur caractère, par leur force, par leur nationalité ou que sais-je, et les femmes uniquement par leur attrait physique au regard des hommes. Et c'est vraiment ça qui m'a dérangée au plus haut point. J'ai fait des exemples, moult et moult exemples, dans ma vidéo dernière lecture où j'en parle. Vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a insupportée et je ne comprends pas que l'on puisse encore écrire des textes et encore publier des textes comme ça en 2022. Ça m'agace. Voilà. Je ne comprends pas. En plus, à dessiner d'enfants, enfin vraiment, ça m'insupporte. Voilà, ça m'insupporte. Donc je pense que vous comprenez sans mal pourquoi
il a la première place dans mon top. Je n'ai vraiment pas aimé grand chose de ce texte. C'est plus du Lovecraft que je devrais lire que du Jean-Luc Marcastel. Donc voilà, passez votre chemin. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont apprécié. Honnêtement, pour le coup, autant pour les autres, je peux voir certaines qualités, autant là, je n'en ai vraiment pas vu. Donc si vous l'avez apprécié, dites-moi pourquoi, parce que je suis curieuse. Encore une fois, je le répète, ce ne sont que mes avis personnels, aucune attaque personnelle, blablabla. C'est la fin de ma rage et de mon rant interminable. Vous inquiétez pas, la prochaine vidéo sera beaucoup plus positive puisque on parlera de mon top de 2022 et donc là pour le coup ce sera un ton carrément opposé. Mais je sais que j'aime beaucoup personnellement regarder les vidéos négatives parce que ça me fait beaucoup rire et que je trouve que connaître les avis négatifs des gens sont aussi une façon d'avoir envie parfois de lire certains livres parce que certains ont des raisons totalement légitimes de ne pas aimer des livres, mais ça nous donne aussi envie parce que ce sont des choses que nous on aime bien. Donc voilà, j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, j'aime beaucoup les faire aussi parce que ça me fait toujours rire de rendre un petit peu et de m'énerver un petit peu, sur toujours des raisons qui me semblent légitimes et pas purement subjectives, et où je trouve qu'il y a vraiment des défauts dans la narration. Peut-être une petite exception pour The Girl Who Drank the Moon, puisque là c'est vraiment que je suis passée à côté. Mais les autres, je trouve qu'il y a vraiment des raisons objectives pour lesquelles ils sont pas forcément très bons. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à mettre un pouce. Si vous voulez voir mes tops de l'année 2022, n'hésitez pas à vous abonner, mettre les notifications, etc. Et en attendant ma prochaine vidéo, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre, et moi je vous dis à la prochaine.